Alors, donc on en était au cas à plusieurs porteurs. Féol. À plusieurs porteurs. Alors, d'abord, il y a le cas du sigma 0 qui est devant. Il faut faire attention à une chose, c'est que votre sigma 0, il contient que des charges au carré, donc ça, c'est pas très important. Le signe, c'est N2 taux sur N2 taux sur M, donc le E, il est au carré. Donc pour que ça soit des trous, des électrons, c'est pas grave. Par contre, il faut quand même le rentrer parce qu'il y a bien la charge dedans. C'est au carré, mais il y a la masse. Ok. Donc la matrice devient quoi? Alors la matrice, elle devient un truc absolument infâme, si vous regardez. Elle devient sigma 0 E plus sigma 0 trou. D'accord? Ça, c'est pour le premier terme de votre truc. Elle devient, le deuxième terme, c'est moins sigma 0 E oméga E tau E, moins sigma 0 trou oméga trou tau trou. Et ici, vous avez 0. Alors, le deuxième terme ici, c'est oméga tau E, sigma 0 E, plus oméga tau trou, sigma 0 trou. Et là, le terme du milieu, il devient, lui, sigma 0 électron, plus sigma 0 trou. Et vous avez un 0 qui apparaît ici. Et ici, vous avez 0, 0. Et puis là, vous avez sigma 0 électron facteur de 1 plus oméga tau électron au carré plus sigma 0 trou facteur de 1 plus oméga tau trou au carré. Alors pour faire cette matrice, ben ça vous prenez celle d'avant et vous rajoutez les termes. Ça c'est la chose la plus simple à faire. Vous prenez la matrice qu'on avait pour un électron qui était juste avant. Ouais, c'est le... non, c'est tout qui est au carré ou c'est que l'oméga tau. Je regarde dans la matrice. Ne bougez pas. Regarde. Je regarde. C'est que l'oméga tau qui est au carré. Vous avez raison. Et monsieur, du coup, le terme 1 plus oméga tau carré, on a au dénominateur. Attendez, je corrige ça déjà. C'est comme ça que ça va alors. C'est bon. Oui, et donc la question d'après. Il y a un terme. C'est oui, c'est tout mis dans le sigma 0. J'ai tout mis dans le sigma 0. Oui, oméga dépend de M. Donc, normalement, je dois l'indexer. Je ne l'ai pas indexé. Là, je vais l'indiquer sur la première ligne, évidemment. Comme un âne, j'ai oublié de les indexer après. Donc là, j'ai un oméga trou. Là, j'ai un oméga E. Et là, j'ai un oméga trou. Tout à fait, vous avez raison. Oméga dépend de M. Bon, à partir du moment où on a cette matrice, on va pouvoir écrire les choses. Donc, c'est toujours pareil quand je dis une matrice, ça vous savez faire. Donc j'obtiens que Jx est égal à sigma 0 électron plus sigma 0 trou, facteur 2 EX, moins sigma 0 électron oméga électron tau électron, plus sigma 0 trou oméga trou tau trou, EY. Ok. On est d'accord avec ça. Et j'obtiens que JY est égal à oméga E tau E. Pardon, oméga E tau E sigma 0 E plus oméga trou tau trou sigma 0 trou fois EX plus
sigma 0 E plus sigma 0 trou fois EY. Et cette chose-là, je sais qu'elle est égale à 0, puisqu'on n'a pas de courant selon la direction Y. D'accord? L'échantillon, il est fait comme ça. Et B est comme ça. Donc le courant circule dans cette direction et ne sort pas en Y. Donc là, ça va me donner à peu près ce que je cherche pour l'instant. Donc j'obtiens pour EX, ça me fait moins sigma 0 E plus sigma 0 Y, ET, pardon, avec une parenthèse, sur oméga E tau E sigma 0 E plus oméga T tau T sigma 0T. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça jusque-là? EY, exact. C'est bon? Alors là, je crois qu'on ne s'est pas trompé jusque-là. Si je regarde mes notes, j'ai bien la même chose. Donc, a priori, on ne s'est pas trop trompé. Alors, c'est maintenant que le tour de force arrive. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce machin-là et on va aller le remettre là-haut. D'accord? Donc, au début, c'est pas trop difficile. Moins sigma 0E, sigma 0T. Et là, j'ai à nouveau un moins sigma 0E, sigma 0T. Donc, j'obtiens, vous voyez, c'est simplement ce truc-là, barbare, oméga E, tau E, sigma 0E. Et le deuxième terme, ben, en fait, c'est celui-là, d'accord, qu'on avait là. Donc, je tiens que JX est égal. Alors, il me manquait, donc, j'ai moins sigma 0E plus sigma 0T au carré. Et le dénominateur que j'ai, donc c'est oméga E tau E sigma 0E plus la même chose pour les trous. Voilà, ça c'est le premier terme que j'ai. Okay. Donc là j'ai remplacé le premier terme. Et puis, jusqu'à nouvel là, ça fait moins oméga E tau E sigma 0E plus oméga T tau T sigma 0T. Et tout ça, c'est un facteur de Y. N'est-ce pas? Bon, l'affaire avance. Alors c'est là qu'il y a une simplification qui va arriver quand même. C'est que, vous voyez que si j'essaie de faire la somme qu'il y a là-dedans, je peux écrire que c'est égal à moins sigma 0E plus sigma 0 total
au carré. Et si je veux faire la somme de ce qui est en dessous, j'obtiens oméga E, taux E, sigma 0 E, plus oméga T, taux T, sigma 0 T. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais là, ce que je vais obtenir, c'est un oméga 0 E, taux E, sigma 0 E, plus oméga T, taux T, sigma 0 T. D'accord? Alors, fois EY. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, ce terme-là, c'est un terme du second ordre. Puisque c'est un terme, quand vous le développez, il est en taux carré. D'accord? Donc, c'est un terme qu'on ne va pas garder. Et on obtient simplement, à cet ordre-là, que le terme qu'on garde au premier ordre. Oui, là, monsieur, ce que vous avez mis entre ce que vous avez parlé, c'est le carré. Oui, tous les termes au carré, je les enlève. Et je garde que les termes au premier ordre qui me font Gx est égal à moins sigma 0 E plus sigma 0 T au carré sur oméga E taux E sigma 0 E plus oméga T taux T sigma 0 T. Hop, et là, j'ai obtenu le début de ce qui m'intéresse. EY. Donc ça, c'est le début de ce qui m'intéresse, parce que vous voyez que la constante, enfin la constante de Hall, elle fait intervenir à peu près tout ce qui m'intéresse là. Pour la simplification, on a dit que l'autre terme c'est le deuxième ordre. Le premier terme est aussi le deuxième ordre. Non, c'est bon, je suis là. D'accord, ok. Bon, donc je vous rappelle que la résistance de Hall, c'est EY sur JXB. Donc EJ sont là, ça c'est gagné. EY on l'a, ça c'est gagné. Et B, ben, on l'a parce qu'il est caché dans oméga C. D'accord? Donc en fait, on a tout ce qu'on veut. D'accord? Là, on a gagné. Comment on va faire? Ben, on va sortir le B, d'accord? Bon, on va le faire à la barbare, d'accord? Bon, alors, regardez, quand vous avez un truc, vous ne voyez pas comment le faire de façon intelligente, vous faites comme ça. Je vais vous montrer. Sigma 0 E plus sigma 0 T au carré. Et on va faire les choses comme ça. Ça, oméga tau, c'est EB, là c'est Q. Il a noté comment ça? C'est Q. QB. Alors c'est Q, plus Q et moins Q, c'est ça qu'il a dit comme pour les charges. C'est moins Q pour le E et plus Q pour l'autre, c'est ça? Ouais. Donc on va être moins Q ici sur M, E, tau E, sigma 0 E, plus QB sur la masse des trous, fois taux des trous, sigma 0 des trous. Ok, voilà, comme ça je l'ai fait sortir à la main et je sais qui est là maintenant. D'accord, je fais sortir mon B comme ça. Donc il me reste fois EY. Donc il me reste ici un moins sigma. Bon, le moins je vais l'enlever, ce sera plus simple. Ouais, il me reste ici un terme qui va être sigma 0 trou plus sigma 0 des électrons au carré sur
Q sur M trou sigma taux trou sigma 0 des trous plus moins Q sur la masse des électrons taux des électrons sigma 0 des électrons, et on fait sortir un EY sur B. Vous voyez qu'on est quasiment au résultat quand on en est là. Et alors, quand on en est là, il suffit de mettre les termes du bon côté et vous avez gagné. Vous voyez que vous avez ici E, B et JX. Et on cherche EY sur JB. Donc ça ne va pas être trop compliqué. Vous obtenez simplement que RH, qui est égal à EY sur JXB, d'accord, est égal à Q, on va factoriser les Q, fois 1 sur MT fois 2 fois, c'est quoi? C'est un taux T moins de sigma 0T moins 1 sur ME taux E sigma 0E. Donc vous voyez, c'est là qu'apparaissent les taux T, MT moins taux E, ME, c'est là que ça apparaît. D'accord. Sur sigma 0T plus sigma 0E. Hop, au carré. Voilà. Là, je vous laisse finir parce que quand on en est là, c'est vraiment pas difficile de sortir la formule. D'accord. Donc vous avez ici ce qu'on cherche. RH, il est là. D'accord. Il faut juste que démontrer que ça, c'est égal à ce qu'on vous demande dans le papier. Ça, c'est pas très dur. Vous voyez, vous avez déjà des trucs qui y ressemblent. Vous avez le MT, taux T, le ME, taux E ici. Donc vous avez que si vous sortez les sigma 0T, sigma 0E, vous allez avoir les N carrés qui vont sortir. Donc vous avez des NE, des NT qui vont sortir ici dans les sigma 0. Et ça va bien se passer, quoi. D'accord. Donc faites-les doucement et vous verrez que ça ne pose pas de souci d'arriver là. Ok. Donc là, je l'ai fait en 3 lignes par contre. À partir de là, c'est pas très dur. Alors, si vous ne savez pas comment le faire, alors vous avez la technique intelligente du gars qui voit bien les choses et qui s'en sort bien. Puis vous avez la technique bourrin, vous ne pouvez pas vous emmerder. On vous dit de montrer un truc en NE moins machin. Vous le faites de force. Vous écrivez NE moins et vous mettez tout le reste. D'accord. Donc comme ça, vous dites j'ai sorti mon NE et à droite, j'ai mis tout le reste. Et tout le reste, je le démerde pour démontrer que c'est bien ce qu'ils veulent. D'accord. Ça, c'est quand on n'a pas d'inspiration, on est un peu bourré, on ne sait pas trop calculer. Je dis c'est NE moins tout le bazar. Et tout le bazar, je montre que c'est bien ce qu'ils veulent. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que je ne savais pas trop comment le prendre. Donc j'ai marqué que c'était. Ouais, là, j'ai marqué c'est NE à un moment, puis j'ai mis tout. J'ai factorisé tout le reste pour que ça fasse un NE plus quelque chose. Et le quelque chose, j'ai montré après que c'était bien ce qu'ils voulaient. D'accord, donc ça fait. Bon, ça marche, quoi. Ok. L'idée, c'est que vous avez des courants électriques qui sont donnés par des courants de chaleur, et puis vous avez des courants électriques qui sont donnés par champ électrique, complètement. Donc, qu'est-ce qui va se passer si j'en impose un, puis si j'empêche l'autre, ou vice-versa. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est l'effet Seebeck, et l'effet Seebeck, il vous dit que si j'impose un courant de chaleur, je vais avoir un courant électrique. Donc tout ça, tout le monde est content, sauf qu'on dit maintenant, si j'interdis le courant électrique, qu'est-ce qui va se passer? Alors la réponse est toute conne, j'aimerais bien avoir un courant de chaleur, mais j'interdis le courant de tournée. Donc les charges, elles vont vouloir aller à un endroit, puis elles voient un endroit, mais on les empêche de passer, donc elles vont s'accumuler à un endroit. Donc imaginez que j'ai un courant de chaleur, par exemple, qui vous oblige, qui vous donne envie d'aller là-bas, par exemple... parce que c'est mieux là-bas, donc vous allez tous aller là-bas, et la porte est fermée, vous ne pouvez pas aller tous là-bas. Et vous allez vous entasser là-bas, mais comme vous entassez là-bas, vous créez un champ électrique dans ce sens-là.
Et au bout d'un moment, vous avez le champ électrique qui se crée dans ce sens-là et le courant thermique qui vous envoie là-bas. Puis vraiment, c'est stationnaire cette histoire. Parce que, voilà. Donc vous avez un champ électrique qui vous envoie là et un courant thermique qui vous envoie là, et puis plus personne ne bouge. Ça, c'est l'effet Seebeck. Et donc vous mesurez la tension, c'est ce qu'on vous demande. D'accord. Donc c'est ce qu'on vous demande dans l'effet Seebeck. Donc on vous demande un petit travail d'abord pour établir le courant Seebeck, et ensuite on vous demande quel champ électrique qui est créé par l'effet Seebeck. D'accord. Voilà. Non, dans l'énoncé, il n'y a pas d'erreur, mais dans votre façon de faire, il y a sûrement une erreur, mais c'est pas grave. Quand on fait comme vous le faites, en général, on ne trouve pas les champs significatifs, c'est sûr. Par contre, on trouve la bonne formule. J'en étais où, moi? Oui, donc ce machin de Seebeck. Donc je vous montre comment je l'ai fait moi. Alors lui, il a une façon originale de le faire, vous pouvez regarder comment il a fait. Bon, c'est très original. Alors, c'est la façon de faire avec une analyse dimensionnelle. En général, on ne trouve pas les préfacteurs, donc il faut s'en méfier. Mais on trouve le bon résultat. Donc ça permet de le faire en une ligne, quoi. Mais après, il faut maîtriser hein, quand on fait ça. Donc on vous dit que vous avez la vitesse. Je vais le mettre en noir. La vitesse qui vaut 1,5 de V en x moins dx moins la vitesse en x plus dx. Donc alors le 1,5 au début, je pense qu'ils tiennent compte du fait qu'ils ont fait 2 pas au lieu d'en faire un pour définir la dérivée. Donc moi je dis que ça c'est égal à dv sur dx fois dx. Alors pourquoi dv sur dx fois dx? Parce que là, il n'y a pas de dx. Donc pour définir la dérivée, il faut bien que je rajoute un dx. Alors, oui, il y a un plus ou un moins. Bon, je vais laisser le moins parce que je n'aime pas les moins. Donc. Entre deux collisions, vous avez un dx qui vaut v fois taux. D'accord, donc le taux, c'est simplement le temps de diffusion. Donc entre deux diffusions, l'électron il va tout droit. D'accord, donc il parcourt un dx qui est égal à v fois taux. Alors on prend comme ça parce que ça n'a pas de sens de définir les vitesses comme ça si la vitesse fait ta-da-da-da-da. C'est-à-dire l'électron, il faut bien qu'il aille droit pour définir les vitesses comme ça. C'est ce qu'on a vu dans le tout premier TD où on définissait la vitesse par le modèle de Drude. Hein. Ça n'a de sens que si on regarde entre deux collisions la vitesse. Sinon ça n'a pas de sens. Et donc, on se retrouve ici. Et alors, moi, ce truc-là, ce que j'en fais en plus, c'est que je le fais toujours la même chose. Je dis que c'est dV sur dt, température, fois dt sur dx. OK. Bon, ça ne mange pas de pain. Donc, finalement, j'obtiens un truc qui me fait dV sur dt, dt sur dx, fois v fois taux. Donc vous voyez que si je mets dt sur dx à 0, j'ai plus rien, la vitesse devient 0. Bon, ça c'est heureux, hein, j'ai pas de courant qui circule tout seul. Bien, alors, bon, ben là je suis content. Donc on va pouvoir aller un peu plus loin. Donc je bouge mon V là pour vous montrer exactement comment ça va faire. Quand je bouge le V, j'obtiens V dV sur dt. C'est un grand T. Fois dt sur dx fois taux égale à v. Voilà. Bon. Alors, je vous rappelle que cette bête-là, c'est simplement 2 fois d sur dt de v carré. D'accord. Alors peut-être qu'on va retrouver les deux qui traînent au passage. D'accord. Donc simplement v dv sur d grand T, c'est simplement 2 fois la dérivée par rapport à grand T de v carré. Ok.
Hmm. Je manque juste un signe moins au début. Ouais, le signe moins, je l'ai enlevé parce que pour pas le traîner au bout. Du coup, c'est faux. La vitesse moyenne, soit vous prenez dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil, parce que votre tension va être dans un sens ou dans l'autre. Si vous inversez dans votre voltmètre le truc, la tension va être dans l'autre sens. Oui, mais juste mathématiquement, ça va mal. Ah si, on peut mettre le moins, si vous voulez, on mettra à la fin, on mettra le moins partout, si vous voulez. Donc je dis que ça, c'est égal à 2 fois d sur d grand T de v carré fois d sur dx de taux. Ok? Hmm? C'est un demi ou c'est c'est un demi? Excusez-moi, c'est un demi. Voilà. J'ai oublié un grand T ou ça? Grand T sur dx, grand T sur dx, exactement. J'ai oublié un grand T ici. Alors ici, si je rentre un M, vous voyez que ça fait apparaître une énergie. Donc je dis que ça, c'est égal à taux sur M. D sur dt de 1,5 de mv2. D grand T sur dx. Et donc ça, d'après le théorème d'équipartition, théorème d'équipartition, ce truc-là, ça vaut CV sur 3. C'est là qu'apparaît notre chaleur spécifique. Ouais. Je rentre le 1,5, je mets un M ici, et je l'enlève ici. Et donc là, c'est quoi qui est égal à CV sur 3? 1,5 de MV2. Parce que 1,5 de MV2, si je prends le théorème d'équipartition d'énergie, c'est égal à 3,5 de kT. Et 3,5 de kT, c'est égal à CV sur 3. C'est la dérivée par rapport à T de 1,5 de MV2 qui est égal à CV sur 3. Hein? C'est la dérivée de 1,5 de MV2 par rapport à T qui est égal à CV sur 3. C'est pas 1,5 de MV carré qui est égal à CV sur 3. Juste pour être précis. Oui. Et donc vous obtenez à la fin le résultat qui vous est demandé. Vous obtenez que la vitesse est égale à taux sur 3, CV sur M, dt sur dx. Mais c'est vrai que j'aurais dû mettre le passage par l'équipartition énergie, là, ça je parle pas. J'ai sauté un passage. Oui, non, mais je veux dire, c'est que là, j'ai sauté le passage à l'équipartition énergie pour passer par une MV2. C'est vrai que c'est pas assez moins clair. Si on remplace sur 2 carré par ça, 3 sur 2 kpt. Ça donne la même chose à la fin, c'est clair. Mais juste, si les gens voient pas par où je suis passé pour faire ça, quoi. Se passe un peu là-dessus, d'accord. Donc quand vous revoyez ça, là il n'y en a pas pour longtemps, mais c'est juste de bien vérifier que vous avez bien compris comment ça se goupille, contrairement à l'autre où c'est pas compliqué mais il y a beaucoup de calculs. Il faut bien hiérarchiser quand vous révisez. Ça c'est important parce que c'est fondamentalement des choses. Attends, on va y avancer, mais bon. Allez, qu'est-ce qui se passe quand on met ça au banc d'un voltmètre? Bon, alors, c'est simple, hein, j'ai un courant qui va comme ça. C'est le courant Seebeck.
Et puis là, au moment, j'ai accumulation de charge ici, parce que j'ai un fil ouvert. D'accord? Donc là, j'ai un champ électrique qui se crée. Et le champ électrique qui se crée, ben, j'ai un contre-courant. C'est un peu comme l'effet Hall, vous voyez, les charges s'accumulent à côté, j'ai un champ électrique qui se met. Et puis à la fin, il ne se passe plus rien. D'accord? On est à l'équilibre. Bon, ben on va calculer ça, donc c'est pas bien compliqué, ça c'est la partie facile. Donc le champ électrique, qu'est-ce que c'est que ce machin? Le champ électrique, il y a un déplacement de charge. Alors, la vitesse de ce truc-là, ben, on la connaît. C'est moins mVe sur tau. Électron est égal à ρe. C'est super mal écrit. Donc ça, on l'avait vu au début. Donc, ouais. Pourquoi j'ai mis moins parce qu'à cause de la charge du ρ, j'ai mis moins. Mais en fait, si vous voulez le mettre plus, pour l'autre, on mettra plus. Donc, les signes, c'est vraiment souvent arbitraire, je le mets. Vous affolez pas trop sur les signes. Le moment où c'est important, les signes, je vous le signale. Je vous dis attention aux signes. En général, si vous ne faites pas attention. Bon, par contre, dans les examens, faites gaffe parce qu'il y a des profs qui sont sensibles à ça. Hein. Moi, pas du tout. Donc, quand je corrige une copie, je regarde pas les signes, sauf si c'est important. Mais il y a des profs qui sont très chatouilleux là-dessus. Donc, en examen, faites gaffe aux signes quand même. Moi, je regarde le signe que quand c'est important. Sinon, mettez bien le signe que vous voulez. Je m'en fiche un peu, quoi. Donc ça, on l'a vu au premier exo, mv sur tau égale ρe. Donc ça nous donne pour la vitesse, qui est égal ρ, tau e fois e sur m. Bon, ben on va équilibrer ça. Oui, j'ai oublié le moins du coup. On va équilibrer ça avec le Seebeck. Alors, notre courant Seebeck, bien, on a vu que le courant Seebeck, pourquoi j'appelle VQ? Parce que dans l'énoncé, il l'appelle comme ça. VQ est égal à moins tau sur M, CV sur 3, dt sur dx. Et on a dit que c'était égal à moins ρ tau e fois e sur m. Ok. Bon, alors finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est le champ électrique plutôt. Donc ça nous amène à un champ électrique. Donc si on met tout ça ensemble, les M, vous voyez, les M se simplifient. Des trucs qui se simplifient. Bon, ça vous fait moins KB. Et il nous reste quoi? Il nous reste 2 E. Il vient d'où le 2 E? Je sais pas d'où il vient le 2 E. Ah si, j'ai pris... pour le calcul, j'ai pris CV. C'est égal à 3,5 4T.
J'ai fait le calcul en prenant CV égale 3,5 de KB. Et à ce moment-là, vous trouvez que le champ électrique est égal à moins KB sur 2E dt sur dx. Et ça vous donne numériquement 40 microvolts par Kelvin. Ce qui n'est pas énorme. Mais déjà, si on était en 2000, sur le 200 Kelvin, on est déjà dans 2000. Ouais. Non, mais l'effet, il est là. Hein. L'effet, il est là. C'est quand même pas un effet négligeable. Mais c'est pas non plus un effet, ça ne fait pas exploser votre ampli, quoi. Par contre, c'est un effet qui peut être gênant. Inversement, il peut être gênant quand vous faites des manips parce que si vous avez un fil qui refroidit, par exemple, imaginez que vous mesurez une tension, vous mettez ça sur un ampli et vous mesurez une tension avec un frigo, vous descendez quasiment à 0 Kelvin et puis en haut, vous le remontez à 300 Kelvin. Là, effectivement, vous avez des tensions thermo, ce qu'on appelle les tensions thermoélectriques, qui peuvent être non négligeables. Alors là, la solution, c'est de mesurer en alternatif, parce que la tension Seebeck, elle est continuelle. Donc, vous mesurez en alternatif pour vous passer de la tension Seebeck. Mais c'est quand on fait la cryogénie, c'est plutôt des choses qui sont gênantes. C'est-à-dire que pour les utiliser comme source de tension, c'est aucune efficacité. Mais par contre, sur les manips basse température, ça peut être gênant, parce que vous avez vite des millivolts, comme vous dites. Sur une manip basse température, vous prenez un voltmètre, vous baladez, vous avez vite des millivolts qui traînent, qui en général sont de l'effet Seebeck ou des trucs comme ça. Et ça peut être très gênant. Et c'est pas que vous ayez des effets de Jedi, c'est juste que vous avez des trucs comme ça qui se promènent. Ouais. Sérieusement, c'est équivalent à dire que TV sur D décalé 0, si on applique l'OPFD, on dit que TV sur D décalé 0, donc ça c'est la même chose. DV sur DT, c'est-à-dire... Ça veut dire accélération. Genre si on applique le générateur de mouvement sur les électrons qui montent. C'est-à-dire que la somme des forces est égale à 0, donc ça veut dire que vous dites que la somme des forces électriques et de la force de Seebeck est égale à 0. Ouais, je pense que ça doit revenir au même. Ouais. Alors ce qui n'est pas très évident par contre, c'est que vous avez une force qui est sigma E, ça doit être facile, mais l'autre force elle est due à un gradient de température, donc comment la prendre en compte, c'est peut-être pas si évident que ça. Celle qui est due à un gradient, c'est peut-être pas évident. Ok, bon on va s'arrêter là, la semaine prochaine on attaque la suite. D'accord, donc je vous rappelle, si vous avez des problèmes, vous regardez la vidéo, si vous avez des problèmes, si vous trouvez des fautes, vous me les mettez, hein. Vous allez toucher $1 par faute que vous trouvez. Et puis vous n'hésitez pas à me poser des questions la fois suivante. On se revoit mercredi prochain.